Merci beaucoup au-delà de ça, de cette invitation à venir vous parler aujourd'hui. Il y a le CNAM Lorraine est un des centres régionaux du CNAM, des centres régionaux du CNAM qui a ce type de pratique. Ils ne sont pas si nombreux. Il y a Midi-Pyrénées le fait, Pays de la Loire le fait, le centre le fait un peu, mais c'est pas très nombreux. Je pense que c'est très utile de faire ça, à la fois en tant qu'animation locale sur des thématiques qui, évidemment, moi, ici, m'intéressent beaucoup, mais aussi au sens de mobilisation des acteurs du CNAM, même, moi, par exemple, en région, ce que je trouve tout à fait souhaitable. Voilà, donc je vais, comme on n'est pas vraiment à l'heure, je ne vais pas trop m'étendre dans ces remerciements, et je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et je voudrais commencer d'emblée par un exemple, parce que pour moi, c'est par rapport au thème qu'on traite aujourd'hui, c'est un moment de basculement dans la façon de poser les choses. Alors auparavant, je dois signaler une chose, c'est que il y a plus de 20 ans maintenant, de 22 ans je crois, le CNAM, en association avec d'autres, a mis en place un GIS, groupement d'intérêt scientifique, qui s'appelle le CREAPT, le Centre de recherche sur l'âge et les populations au travail, qui donc est un rassemblement de chercheurs et d'entreprises autour de ces questions d'âge. La question qui était posée essentiellement, la façon dont la question était posée essentiellement à l'époque, était beaucoup la question des âgés. Qu'est-ce qui peut être fait en direction des âgés, avec une problématique de type maintien dans l'emploi. Et l'étude que j'aurais présentée, qui est une étude qui était au début du CREAPT, a beaucoup contribué à faire évoluer la réflexion sur cette question-là. Comment ça doit être pris. Donc, c'est un travail qui a été fait par Corinne Godard, qui est maintenant d'ailleurs l'actuelle directrice du CREAPT. C'est son travail de thèse à l'époque, qu'elle a fait dans le contexte de la sidérurgie. La question qui se posait était la suivante. Il y a un poste dans ce travail de contrôle de laminoir, dans le travail du métal, il y a un poste en bout de chaîne qui est un poste de contrôle qualité. Donc il y a des personnes qui sont là pour vérifier que la bobine, c'est le nom du produit final, la bobine qui sort correspond aux critères de qualité qui est demandé par l'acheteur. Critères qui peuvent varier suivant cet acheteur. Donc il y a une personne qui est là, qui doit vérifier si la bobine est conforme. Si juge qu'elle n'est pas conforme, il va en rendre compte à un supérieur qui prend la décision de la rejeter ou quand même de l'accepter. Donc c'est un poste important quand même de contrôle qualité. Le constat qui était fait, c'est que sur ce poste, qui était considéré comme un poste doux, c'est-à-dire un poste qui est peu mobilisant physiquement, on trouvait deux types d'agents, soit des anciens, qu'on mettait là justement parce que c'était un poste doux, soit au contraire des très jeunes, des novices qui arrivaient, et que c'était leur premier poste, et ils étaient destinés pas nécessairement à continuer sur la chaîne de laminage, mais à aller occuper d'autres fonctions. Ces deux types d'opérateurs sont très différents du point de vue de l'expérience professionnelle et du point de vue de la formation. On avait des opérateurs anciens qui étaient assez peu, qui étaient très qualifiés, mais peu diplômés, et des opérateurs jeunes qui avaient très peu d'expérience, donc par définition, et qui étaient par contre diplômés. Et donc la question, c'était de regarder comment est-ce que ce poste était tenu. Et ce que constate Corinne Godard, qui fait l'étude, donc, c'est que la façon de procéder des uns et des autres n'a rien à voir. Chez les novices, on a un comportement qui est... peut-être je vais avancer là. C'est un comportement qui est d'inspection. On regarde la bobine et on dit, voilà, enfin, on a un diagnostic sur la qualité de la bobine. Et donc, on en réfère à son supérieur si dans les cas où on pense que ça passe pas. Chez les plus anciens, on a d'autres choses qui se passent. Il y a d'abord, on touche la bobine, on la touche régulièrement pendant qu'elle se forme, et les anciens se déplacent. Ils vont sur la chaîne, ils retournent sur la chaîne de laminage pour aller voir leurs collègues et pour leur dire il est en train de se passer quelque chose.
il faut agir là, parce que c'est ça qui se passe. Ce que je vois là-bas en bout de chaîne, ça signifie ça signifie que la pression de telle cage, hein, les cages, c'est ce que vous voyez là-haut, de la minoire, hein, qui font pression sur la bande de métal, c'est mal réglé, ou bien le traitement chimique qui est fait plus tôt c'est probablement pas bien, parce que je constate ça, je commence à voir des prémices de quelque chose qui ne va pas aller. Évidemment, l'intérêt de faire ça, c'est que ça permet d'éviter des rebuts. En fait, on détecte des signes beaucoup plus précoces que ceux que les novices sont capables de détecter, et on les détecte en étant capable de dire leur origine. D'où l'idée de se dire, et pour raccourcir un peu cet exemple, que ce qui faisait la compétence de ces personnes, ces salariés plus âgés, c'était le fait qu'eux-mêmes avaient tenu ces postes auparavant. Ils avaient été sur la chaîne. Ils connaissaient donc la façon dont la qualité était produite par le processus de laminage, et ils étaient capables de détecter des signes ténus, hein, par le toucher en particulier, mais pas seulement, qui permettaient justement de retourner vers les collègues et de leur dire il faut faire ceci, il faut faire cela, sinon on va aller à une bobine qu'on va devoir refuser. Alors pourquoi est-ce que je disais tout à l'heure que c'était quelque chose qui avait permis d'apprendre et qui avait changé la façon de voir les choses? La question, du coup, ça devient c'est plus tellement la question du travail tel qu'il se fait maintenant, c'est comment le parcours professionnel de ces personnes leur permet aujourd'hui de tenir le poste de cette façon-là. C'est comment s'est construit finalement l'expérience professionnelle, comment est-ce elle a permis le développement de ces personnes. Et donc, du coup, on n'est plus dans une perspective un peu instantanée où on regarde les personnes telles qu'elles sont là maintenant, mais on s'intéresse à leur parcours, et ça vient d'être mentionné dans le débat auquel vous avez assisté à l'instant. Et donc, on a eu un changement de perspective où s'intéresser à l'âge, c'est pas seulement s'intéresser aux âgés, c'est s'intéresser au parcours professionnel et à l'accompagnement de ces parcours professionnels. Voilà donc pour ce premier exemple. Mais du coup, ça pose tout un ensemble de questions. Comme il a été rappelé à l'instant, sur le site, notre site au CNAM, il y a effectivement un slogan « Adapter le travail à l'homme ». Alors, c'est vrai qu'on garde ce slogan parce qu'il est... Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire adapter le travail à l'homme? Alors, et la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'idée, c'est de concevoir pour les personnes telles qu'elles sont aujourd'hui, pour les organisations telles qu'elles sont aujourd'hui, pour le travail tel qu'il est pensé maintenant? Ou bien, est-ce que l'objectif, c'est de concevoir pour un développement continu à la fois des personnes et de l'organisation? Et du coup, ce n'est pas la même chose qu'on va essayer de faire. Il ne s'agit pas simplement d'aller soigner les situations telles qu'elles sont maintenant, de telle sorte que ça refonctionne à nouveau, mais c'est plutôt de se situer, d'avoir une perspective diachronique, en fait, où on essaye donc de mettre en marche une situation, mettre en place une situation de développement continu des personnes et des organisations. Et c'est ce que je voudrais développer en partie aujourd'hui. Alors, on pourrait prendre beaucoup d'exemples. Je ne prétends pas du tout traiter l'ensemble du champ aujourd'hui. Et pour ça, je voudrais revenir sur cette question du développement, qui pour moi est aujourd'hui centrale, en disant que, alors, du point de vue de ma discipline, donc l'ergonomie, cette question du développement, elle a été présente dès le début. Et il y a un texte que j'aime beaucoup rappeler à ce sujet-là, que je vais vous présenter dans un instant, mais il était présent dès le début, mais ça a été beaucoup oublié aussi. Alors, je m'appuie sur donc ce texte que j'ai bien cité, c'est en 1957, on était en pleine période encore dans l'après-guerre, le plan Marshall, etc. Il y a eu une réunion organisée par l'Agence de productivité européenne qui a rassemblé un certain nombre de scientifiques européens, plus quelques Américains, sur la question de l'adaptation du travail à l'homme, fitting the job to the worker. Et donc 70 participants, et à la fin de ce petit colloque, les gens se réunissent en disant on va rédiger un petit texte pour dire qu'il faut créer une association internationale. Ce qu'ils font, et ce que je vais donc tout ce texte très court qui fait une page et demie, et dont je voudrais citer simplement le dernier paragraphe. Et au passage, je voudrais dire que on a
accès à ce texte aussi parce que je trouve que le CNAB héberge dans ses archives les archives de l'IEA, l'Association internationale d'ergonomie. Voilà, donc on a accès à tout ça aussi. Donc dans ce petit texte, il est écrit ceci. Les demandes nouvelles de l'industrie moderne, l'application croissante de la mécanisation et de l'automatisation et le concept de médecine constructive visant non seulement la prévention de la maladie et des accidents, mais aussi la réalisation de la santé. Tout ceci focalise l'attention sur l'être humain comme nécessairement l'objet central d'intérêt dans l'étude de la performance industrielle. Alors, pourquoi je trouve ça très frappant? Là, je vais souligner en changeant la couleur de certains mots. Il y a cette idée de médecine constructive. Alors, évidemment, à l'époque, on est dans une perspective en ergonomie qui est très, très physiologique, disons, très médicale, très santé au sens un peu étroit du terme, pourrait-on penser a priori. Mais vous voyez que d'emblée, ce qui est mis en avant, ce n'est pas seulement cette idée d'une vision de la santé qui est un état, mais une vision de la santé qui est une construction. La santé, c'est un processus de construction. Et ce qu'on voit dans l'exemple que je vous ai présenté auparavant sur le laminoir, c'est certes, nous tous ici, nous vieillissons jour après jour, et on a un certain nombre alors différemment suivant les personnes, et différemment aussi suivant les conditions dans lesquelles on est placé, on a à terme une dégradation. J'espère que personne n'est fâché par cette déclaration, mais malheureusement, la vie est processus à issue fatale pour nous tous. Et donc, on se dégrade plus ou moins physiquement avec le temps, mais on peut apprendre à tout âge. On peut se développer à tout âge. Et ce qu'on voit dans ces travaux, comme celui que j'ai cité sur les laminoirs, c'est qu'en même temps que les gens prennent de l'âge, ils développent de nouvelles compétences, ils développent des stratégies de préservation, ils développent des stratégies de compensation pour s'il y a des choses qu'ils ne peuvent plus faire. Bon, donc, il y a à la fois des processus certes de déclin, mais de construction toujours. Donc, il y a cette idée qui était déjà dans ce texte, si vous voulez, d'une vision de la santé qui est comme en tant que processus de construction. Et puis, ça a été beaucoup oublié avec le temps. Et c'est plus récemment qu'on a vu ceci ressurgir. Alors, le premier texte que je voudrais rapidement citer, c'était un texte de notre collègue Maurice de Montmolin, qui est mort l'an passé, et dans un texte qui parlait de santé cognitive. Et où il écrit ceci, donc ce qui est en coloré, c'est moi qui souligne. La santé cognitive, c'est être compétent, c'est-à-dire disposer de compétences qui permettent d'être embauché, de réussir, de progresser. L'ignorance, les connaissances approchées ou en mosaïque peuvent conduire à une misère cognitive, source éventuellement de misère sociale. Alors, c'est les mots réussir et progresser que je voudrais souligner. Il y a cette idée qui est très forte, je trouve, qui est dans ce texte, que réussir, c'est un élément de la santé. Progresser, c'est un élément de la santé. Alors, ce qui n'est pas une évidence pour tout le monde. On va y revenir. Autre élément que je voudrais apporter dans le même sens, c'est ce qui a été publié par l'ANACT en 2007, avec l'idée de se dire qu'on ne va plus parler de conditions de travail, mais de conditions de vie au travail. D'autres parleraient de qualité de vie au travail ou de qualité du travail. Et dans ce texte, il liste donc un certain nombre de... Là, j'ai synthétisé, que les en-têtes des chapitres, enfin pas des chapitres, des paragraphes, disons, de cette définition. Il y a un certain nombre de choses, et vous voyez que le quatrième point, c'est ce qui définit de bonnes conditions de vie au travail, c'est les possibilités de réalisation et de développement professionnel. Cette idée, donc, de nouveau, de développement qui est mise en avant dans cette définition, ce qui n'était pas du tout une évidence. Quand on parlait de conditions de travail, on disait il faut que ce ne soit pas délétère, il ne faut pas que le travail abîme. Là, on n'exige plus du travail. On dit le travail doit permettre de progresser. Toujours dans ce sens, l'idée de travail soutenable, que je voudrais illustrer ici par deux textes. D'abord, un texte du Salsa Group, si je me souviens bien, c'est ça, qui définit le travail soutenable en disant que un travail soutenable, c'est un travail où les salariés ne sont pas enfermés dans une réalité du travail intensive et sans signification, mais dans laquelle ils ont la possibilité d'apprendre et de se développer, d'utiliser leur intelligence, leur créativité, de collaborer, de participer. Vous voyez qu'une fois encore, on demande beaucoup plus au travail que par le passé. Et notamment, il y a cette idée, on retrouve cette idée de développement.
Et enfin, dernière citation que je voudrais faire. Alors, on retrouve, c'était en fait un travail qui a été fait par des collègues du CREAPT que j'ai déjà cité, là, donc, en l'occurrence Michel Golac, Sandrine Guyot et Serge Volkoff, dans un séminaire qu'ils ont tenu sur le travail soutenable. Qu'est-ce que ça peut être, le travail soutenable? Et dans l'introduction à ce séminaire, dont au passage, je signale qu'il est disponible sur le site du Centre d'études de l'emploi, donc ceux qui sont intéressés peuvent s'y référer. Ils disent, voilà, serait soutenable un système de travail satisfaisant à trois critères qui suivent. Il serait biocompatible, c'est-à-dire adapté aux propriétés fonctionnelles de l'organisme humain et à leur évolution au fil de l'existence. On trouve de nouveau cette idée de développement. Ergo-compatible, donc propice à l'élaboration de stratégies de travail efficientes. On trouve de nouveau cette idée de développement au travers de cette idée de développement de compétences permettant de faire face, permettant de faire mieux. Et socio-compatible, donc favorable à l'épanouissement dans les sphères familiales, sociales et à la maîtrise d'un projet de vie. Donc de nouveau, cette idée d'épanouissement qu'on peut dire aussi, c'est une question de développement. Voilà, donc vous voyez que cette idée de développement a émergé de façon manifeste un peu partout, dans différents textes et dans différents contextes. Et la question, c'est de voir maintenant qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes d'action, qu'est-ce qu'il s'agit de corriger aussi dans les organisations. Alors, cet objectif, j'ai dit qu'il avait été un peu oublié, qu'il avait rené, et aujourd'hui manifeste. Alors ça, c'est un clin d'œil publicitaire que je voudrais faire. Donc, on a écrit sur la question. Donc, vous trouverez, peut-être pas dans toutes les gares, mais dans un certain nombre de librairies, cet ouvrage de « Votre vie changera après ». Bon. Donc, voilà, dans lequel on a essayé de mettre ensemble, justement, tout un ensemble d'auteurs nationalement, cette idée d'une ergonomie constructive au sens justement d'une ergonomie développementale, axée sur le développement des personnes et des organisations. On y croit beaucoup. On y croit beaucoup et on y croit beaucoup internationalement. Ce bouquin est publié là cet automne aux États-Unis, en version anglaise évidemment, et sera publié dans quelques mois en version portugaise pour le Brésil. Voilà. Donc je dis manifeste parce qu'on l'a écrit comme un manifeste en fait. Voilà. Et dans ce bouquin, on a cette idée que l'objectif, c'est de créer des environnements capacitants, qui mettent les gens en capacité de faire, finalement. Et on développe 3 points de vue, un point de vue donc préventif, universel et développemental. Les 2 premiers sont très classiques. Le point de vue préventif, c'est de dire, à minima, un environnement, ça ne doit pas être délétère. Les gens ne doivent pas s'abîmer au travail, s'abîmer physiquement, s'abîmer intellectuellement, s'abîmer psychiquement. Donc, à minima, ça doit être non délétère. Il doit être universel au sens où il doit être acceptant pour des gens avec la variabilité des personnes, de tout type, variabilité de capacité physique, d'âge, de genre, d'origine. Évidemment, ça traite la question du handicap aussi, bien sûr. Et donc là, des questions très classiques donc, en ergonomie. Et par contre, ce qui est moins, c'est cette vision donc, développementale. Ça doit être un environnement qui permette aux gens de réussir donc, et d'apprendre. Bon, je vais glisser parce que je suis en train de prendre du retard. Donc, voilà, donc les idées qui sont développées là-dedans. Alors, du coup, pour reprendre Domon-Mollin que j'ai cité tout à l'heure, dans le même texte, il dit donc l'objectif, ça doit être une organisation du travail qui permette la meilleure efficacité possible, c'est-à-dire la pleine mise en œuvre de ces compétences. L'idée, c'est que quand on est dans une situation où on a l'impression de se mobiliser de façon positive et fructueuse pour réaliser quelque chose, c'est un élément de santé dans ce texte de Domon-Mollin. Et donc, du coup, et ça choque parfois quand je le dis, mais c'est la conséquence logique de ce qu'on vient d'entendre. Hein. Le but, ça ne peut pas être pour l'ergonome de supprimer toute difficulté. C'est pas le but. Le but, c'est qu'il y ait des difficultés intéressantes et traitables. Évidemment, si on est face à des difficultés inintéressantes, il y en a tout le temps, des systèmes qui marchent mal, des interfaces incompréhensibles, des dispositifs techniques qui obligent à des contorsions, etc. Bon, certes, c'est une difficulté absolument sans intérêt. Voilà.
et par contre, d'autres le sont plus. D'où l'idée donc de se dire, donc, pour difficulté traitable, ça veut dire qu'on a les ressources pour la traiter, on sait faire, hein, on sait à qui faire appel pour faire, on sait quel outil est utilisable pour faire, et donc une tâche où qu'on peut effectivement prendre en main, et des difficultés intéressantes au sens où on peut, il faut avoir le sentiment d'avoir une tâche avec un certain niveau d'exigence, hein, qu'on peut surmonter, hein, et qui permettent aussi d'apprendre. Alors, je voudrais, ceci étant pas forcément toujours, passant pas forcément très bien, donner un exemple que je tire aussi du CNAM. Alors, vous savez qu'au CNAM, il y a à Poitiers, si je ne me trompe, il y a une école qui s'appelle l'École nationale des jeux et des médias interactifs numériques, l'ENJMIN. Et en gros, c'est une école qui forme des designers de jeux électroniques. Donc, ces gens-là ont eu à réfléchir sur qu'est-ce que c'était un bon jeu. Qu'est-ce que c'est un jeu intéressant, hein, auquel on peut s'accrocher, hein, on a envie de jouer. Et donc, ça nous intéresse, comme vous allez voir, ça nous intéresse. Alors, il part de l'idée que finalement, un bon jeu, c'est un jeu où il y a du plaisir par le dépassement. Un bon jeu, c'est un jeu où il y a une difficulté surmontable, mais où il y a une difficulté. Alors, on va faire un sondage. Combien il y a de personnes dans la salle qui, parfois, font des mots croisés? Bon, ok. Combien il y en a qui font des sudoku? Il y en a d'autres, voilà. Puis je pourrais continuer. Enfin, il y en a un certain nombre. Enfin, il y en a un certain nombre qui l'avouent. En tout cas, bon. Bon. Je ne prétends pas que ce soit une mesure très objective. Enfin, bon. Et donc, il y a... Voilà. Alors, quand vous faites un mot croisé, pour ceux qui avouent faire des mots croisés, il y a des mots croisés qui sont sans intérêt, parce qu'ils sont trop faciles pour vous. Et puis, il y a des mots croisés pratiquement inaccessibles, parce qu'il faut connaître trop l'auteur du mot croisé, qui a ses trucs habituels, ses façons de poser les définitions. Voilà. Donc, on est en situation d'échec. Et en fait, quand vous faites des mots croisés, vous cherchez à être au niveau quasi maximal de ce que vous pouvez faire. Voilà. Même chose pour les sudoku. Il y a des, vous savez, pour ceux qui achètent éventuellement des petites revues de sudoku, là, il y a des, vous savez qu'elles sont étalonnées, hein, il y a des degrés de difficulté, et ça sert à rien d'en prendre des trop simples, et ça sert à pas grand-chose non plus d'en prendre des très compliqués. En fait, il faut être juste au niveau où c'est encore une difficulté, mais où on peut y arriver. Et évidemment, avec le temps, ça change ce niveau, parce qu'on apprend. Bon. Et donc, du coup, pour revenir aux jeux vidéo, pourquoi ça n'avance plus, je ne sais pas. Voilà. Donc, un bon jeu, c'est un jeu qui exploite cette volonté hédonique là, du joueur, qui propose des défis, qui fournit des indices, hein, sur comment faire, plus ou moins suivant les jeux. Et ça vise un joueur à un certain niveau, voilà, qu'on peut paramétrer, et éventuellement si on est sur un jeu électronique. Et donc, on peut voir les jeux vidéo comme pour reprendre le terme de Vygotsky, comme des environnements proximaux de développement. C'est-à-dire, on est dans une situation où on est juste au point maximal qu'on peut atteindre, mais on peut avoir l'espoir de surmonter, et on a l'impression qu'on surmonte de satisfaction. Donc, c'est dans cette idée-là que je dis il faut créer des situations où on crée des situations de travail, où on a des défis traitables, hein, et intéressants. Et une fois encore, tout n'est pas intéressant dans ce type de défi. Donc, là, on doit penser la performance, et ça, c'est quelque chose qui, j'affirme, je tiens à affirmer, là, en économie, il y a cette idée toujours qu'il y a le bien-être et puis la performance. La performance, c'est pas que la performance du point de vue de l'entreprise. Les gens ont envie d'être performants. Les gens ont envie de faire un travail de qualité. Les gens ont envie de réussir. Donc, on ne doit pas voir la performance uniquement comme un objectif d'organisation. C'est aussi un objectif des personnes. Évidemment, la question après, c'est de savoir est-ce que la performance telle qu'elle est voulue par les gens, c'est la même chose que la performance telle qu'elle est demandée par l'organisation, ce qui n'est pas une évidence du tout.
Mais c'est cette dualité qu'il faut regarder. Avec ces idées, donc ces deux maximes que je cite là, on est meilleur quand on est mieux, quand on a de meilleures conditions, et on est mieux quand on est meilleur. On se sent mieux quand on fait du bon travail. Et du coup, ça m'amène à dire deux mots du travail bien fait et des deux sens que ça a. Alors, le travail bien fait du point de vue de l'agent, c'est cette idée on arrive à faire quelque chose qu'on veut, qui correspond à ses objectifs de qualité. Hein, et on a le sentiment d'exercer pleinement ses compétences et on a le sentiment d'apprendre. Mais évidemment, le travail bien fait, on peut le prendre avec une autre acception. On peut dire aussi le travail de quelqu'un, c'est le travail tel qu'il a été conçu par d'autres. Hein. Donc, la question du point de vue des organisateurs, du point de vue des managers, c'est est-ce que j'ai conçu un travail pour les autres? Est-ce que le travail que j'ai conçu est bien fait? Donc, et du coup, à ce moment-là, pour moi, ça serait de se dire, pour un travail bien fait, du point de vue de l'organisateur, c'est j'ai conçu un travail qui mobilise pleinement les personnes, de façon intelligente, qui leur permet d'être utilisés, avec des guillemets autour de l'utiliser peut-être, pour le meilleur d'eux-mêmes, ils sont capables de donner le meilleur d'eux-mêmes, un travail qui permet aux gens de réfléchir à comment ils font, de discuter des règles de travail, et qui permettent de favoriser ce que les sociologues appellent le travail d'organisation, c'est-à-dire la reconception permanente des règles du travail. Alors, du coup, je vais, puis là, il faut vraiment que j'accélère. Je vais terminer sur un exemple qui est un petit peu, qui ne me permet pas d'exemplifier tout ce que j'ai dit, mais qui est un morceau de ce que j'ai dit. Et je vais parler justement de la représentation de la qualité. Qu'est-ce que c'est la qualité du travail? Alors, cette qualité du travail, ça veut dire pour qu'il y ait une représentation de la qualité, il faut qu'il y ait une norme. Il faut qu'on dise, on puisse juger ce qu'on fait par rapport à une norme. Cette norme peut être externe, elle correspond à des prescriptions du travail. Donc, on dit le travail doit être fait comme ça, ou bien il doit permettre d'arriver à ça. Donc, c'est une prescription sur le processus ou sur son résultat. Et puis, il peut y avoir une norme interne, c'est le comportement ou l'état désiré par l'opérateur, la qualité que je veux produire. Et du coup, on a deux formes de qualité, une qualité prescrite et une qualité subjective au sens qualité pour le sujet, pour la personne. Et la question, évidemment, c'est quel est le mariage qui s'opère entre ces deux niveaux de qualité? Est-ce qu'il y a un hiatus ou pas? Est-ce que c'est compatible ou pas? Si c'est compatible, tout est pour le mieux. Si c'est pas compatible, eh bien, ça fait problème. Et en ce moment, en France, très souvent, ça fait problème. Donc, je vais donner un exemple de ceci et voir comment ça peut être traité. Alors, c'est une étude qu'on a faite il y a 3-4 ans maintenant au ministère des Finances au niveau national. La demande, c'était le thème qui était demandé, c'était donc pilotage par la performance et qualité de vie au travail. Pilotage par la performance, c'est-à-dire piloter par la performance, c'est-à-dire on mesure tout avec des indicateurs et on manage l'organisation, donc le ministère des Finances, 140 000 agents, à partir de ces indicateurs de performance. Donc la question qui était posée par le management, c'était de se dire, voilà, on a des craintes que les syndicats nous disent que ce pilotage par les indicateurs dégrade la qualité de vie au travail. Qu'en est-il? On a fait une étude, une réponse, alors je ne vais pas du tout décrire la méthode parce que c'est trop long, mais simplement pour dire que ce n'est pas une étude par questionnaire, c'est une étude qualitative. On est allé dans différents centres des impôts un peu partout en France. Voilà. Et ça, bon, voilà, donc c'est une étude qui est plus oui, qualitative, on va dire, que quantitative. Alors, le contexte, c'est donc on a une double mise en tension. Une mise en tension liée très généralement à la fonction publique, la mise en place de la révision générale des politiques publiques, cette idée de mise en place d'un pilotage par les indicateurs, et le non-renouvellement d'un départ à la retraite sur 2, qui a touché toute la fonction publique, différemment suivant les secteurs. Et puis, localement, des changements récents, qui est la fusion en fait, de deux grands services du ministère des Finances, qui sont donc les déclarations et puis le recouvrement. Donc l'assiette, le calcul de l'assiette et le recouvrement de l'impôt. Alors, je vais aller assez vite sur le premier constat, qui est celui, globalement, d'une intensification du travail. Il y a moins de monde,
Il y a de plus en plus de pression, de plus en plus de textes à prendre en compte. Il y a des procédures quotidiennement qui arrivent dans les services. Et il y a une montée constante de la pression au travers des indicateurs. Bon, je glisse là-dessus, mais il faut garder ça en tête. Le deuxième constat, c'est le changement du métier. Il y a le sentiment que du fait de l'intensification du travail, on ne peut plus faire les choses comme avant, de toute façon, on a moins de temps. Et donc, du coup, il y a de fait, le métier change. Et puis, deuxième chose qui est frappante, c'est le constat qui est que l'indicateur et l'usage par le management des indicateurs façonne l'activité et le façonne dans un sens qui n'est pas toujours compatible avec les souhaits des gens. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est les indicateurs donnent une certaine vision de la qualité. En premier lieu, parce qu'ils mettent l'accent sur ceci plutôt que cela. Donc, ce qui est important, c'est ceci, mais pas ça, moins ça en tout cas. Et puis, après, l'indicateur est lui-même pondéré, donc ça va pousser les choses dans un sens ou dans un autre. Et donc, du coup, ça apparaît comme... Ça induit un certain comportement dans les managers de proximité, les chefs de service ici ou là, et ça a des répercussions, justement, sur la qualité subjective pour les personnes, et on voit apparaître des pratiques de résistance ici et là. Alors, je vais en donner deux exemples et conclure ensuite sur cet exemple. Alors, le premier exemple, c'est je suis, c'est un exemple que j'ai recueilli moi-même, donc je suis dans un centre en région de service des impôts particuliers. SIP, c'est service des impôts particuliers, donc qui s'occupe d'établir calculer la recette, enfin bon, les déclarations, recevoir les déclarations et de recouvrer les impôts. Parmi les indicateurs que doit suivre le manager, il y a un indicateur de délai maximum de traitement des contentieux. On reçoit des lettres de contribuables disant « Ah oui, j'ai reçu ça, mais je ne suis pas d'accord avec ceci, cela, donc c'est un contentieux, et il faut répondre. » Et on a un délai de réponse. La qualité du service, c'est répondre avant un certain temps. Alors, je ne sais plus quel est ce temps, on va dire 10 jours, par exemple. Peu importe, il y a un délai. Là. Et le manager m'explique que lui, il procède de la façon suivante. Chaque semaine, il sort un listing des contentieux et il va surligner ce listing avec des couleurs différentes en distinguant ceux pour lesquels on a déjà dépassé le délai. On est au-delà des 10 jours, si c'est 10 jours. Ceux pour lesquels on n'est pas très loin d'atteindre les 10 jours et ceux pour lesquels on a encore du temps. Et la consigne qu'il donne, une fois qu'il a surligné ça, il diffuse ça dans les services en disant il faut s'intéresser à ceux de la seconde catégorie. Alors, pourquoi il fait ça? Parce que pour lui, l'objectif, c'est de respecter l'indicateur. Donc, il faut surtout pas, il faut faire en sorte de ne pas dépasser les délais. Alors, évidemment, il y a certains contentieux pour lesquels on a déjà dépassé les délais. Donc là, si on est fichu, de toute façon, celui-là, on ne le rattrapera jamais. Mais par contre, les autres, on peut encore les rattraper. Donc, il faut traiter en priorité ceux de la seconde catégorie, ceux pour lesquels on est proche du délai, mais on n'a pas encore atteint. Et faire ça, pour lui, c'est bien travailler. Je respecte les consignes qui me sont données. Finalement, je maximise l'indicateur. C'est sur quoi je vais être jugé, c'est sur quoi mon service va être jugé. Mais évidemment, pour les agents, c'est complètement dément. C'est complètement dément. Ils disent, mais non, c'est pas du tout logique. Ça contrevient à la justice, d'une certaine façon, ce qui est un point sur lequel ces personnes sont extrêmement sensibles, hein, le fait du traitement juste du contribuable. Donc, il dit, c'est pas juste, puisqu'il faut déjà traiter ceux pour lesquels on est le plus en retard. Mais évidemment, si on fait ça, ça renforce en fait la dégradation de l'indicateur. Et donc, mais de leur point de vue, ça ne va pas du tout. Et cette façon de faire, ça tord le métier dans un sens qui n'est pas du tout le bon. Deuxième exemple, dans un autre centre où on regarde, il y a une fonction qui consiste à relancer les contribuables qui n'ont pas déposé leur déclaration. Donc, il y a, quand quelqu'un n'a pas déposé sa déclaration, il faut le relancer pour qu'il la fasse. Voilà. Sauf si on est ministre ou quelqu'un. Passons, jetons en voile pudique sur cette situation. Voilà. Bon. Alors, voilà. Donc, il y a une consigne dans ce contexte de la hiérarchie qui consiste à dire, dans ces gens qui n'ont pas fait de déclaration,
il y a des gens qui, de toute façon, pour lesquels ils ne doivent pas payer d'impôts parce qu'ils ont pas trop peu de revenus. Donc, on ne va pas s'embêter avec ces gens-là, et on peut le savoir parce que je sais pas, ils sont étudiants, par exemple, ou telle ou telle raison. Donc, c'est pas la peine de se casser la tête. Ceux-là, on va les déclarer tout de suite comme non imposables. Donc, on ne va pas leur faire de relance, on les met comme non imposables. D'une part, on s'évite du travail, et d'autre part, surtout, puisqu'ils sont non imposables, il n'y a pas à leur faire de relance, et donc, c'est très bien du point de vue de l'indicateur. Voilà. Bon, alors, pour eux, donc, le point de vue manager, et on peut le comprendre, hein, c'est l'important, c'est de recouvrer des impôts, c'est pas de faire des demandes de déclaration d'impôts pour des gens qui ne sont pas imposables. Voilà. Et donc, sinon, on va dégrader bêtement l'indicateur. Du point de vue, alors j'interviewe une personne qui est chargée de faire ça, et pour elle, ça ne va pas du tout, du tout. Alors, elle dit, pour elle, c'est extrêmement choquant, parce que faire sa déclaration, c'est un acte civique et social. Civique, parce que tout le monde doit le faire. Ça fait partie des devoirs du citoyen. Donc, tout le monde doit faire sa déclaration d'impôt, sauf une personne que j'ai déjà mentionnée. Bon. Et par ailleurs, c'est un acte social parce que si on fait sa déclaration d'impôt et qu'on n'est pas imposable, on reçoit un papier comme quoi on n'est pas imposable, et ça ouvre le droit, ça ouvre des droits. Voilà. Et donc, c'est important que les gens le fassent, pour eux. Voilà. Ce n'est pas une question simplement d'égalité de traitement des citoyens, c'est une question aussi de bénéfice pour ces personnes. Et donc, de ne pas faire une relance, c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout, c'est contrevenir à ce qui est bien et juste. Une fois encore, c'est un point très important dans l'esprit de... très généralement dans le service public, d'ailleurs, mais enfin, en particulier là, dans ce contexte. Et donc, cette dame m'explique qu'elle, c'est pas possible qu'elle fasse ça. C'est pas possible qu'elle obéisse à ça. Alors, il se trouve que dans son interface, bon, parce que envoyer une lettre à un contribuable, c'est cliquer une case. Hein, après, la lettre se fait toute seule. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle clique sur cette case. Attends un instant. La lettre est déclenchée, il va s'imprimer quelque part et être mise en enveloppe, etc. Et une fois qu'elle pense que c'est fait, elle déclique la case et elle classe la personne dans les non imposables. Alors bon, vous voyez, pratique de recouvrement. Et elle me dit ceci, que je vous retranscris de texto, parce que je trouve que c'est informatif. Je dois cacher mon travail. Par exemple, je déclenche une relance d'un non imposable alors qu'on me demande de ne pas le faire, et ensuite j'annule la relance pour satisfaire l'indicateur. Mais je perds du temps pour bien faire mon travail. Je ne sais pas comment faire pour mal faire mon travail. Oui. Alors voilà une personne qui fait quand même raconte ça. Elle n'est pas bien du tout. Hein. D'abord, elle est suffisamment en confiance pour me le raconter, hein, mais elle n'est pas bien du tout parce qu'elle a l'impression qu'elle est dans un univers qui ne va pas, quoi, qui va pas du tout. Par ailleurs, quand on raconte ça après au niveau de Bercy, hein, au niveau du manager localement, enfin, à vrai dire, on n'a pas trop fait au niveau du manager parce qu'il savait qui on avait interviewé. Donc, mais quand on raconte ça au niveau de Bercy, où c'est évidemment plus anonyme, ils disent celle-là, elle a vraiment rien compris. Hein. Oui, donc, alors, nous, on est très surpris de ce retour, déjà, parce que, en fait, on est dans un conflit de critères, un conflit de vision de qu'est-ce que c'est la qualité du travail, et on est dans une situation où rien n'est prévu pour que ça soit discuté. C'est-à-dire que c'est ça le drame, hein, souvent, c'est qu'on est dans des situations où les gens ont une certaine vision de qu'est-ce que c'est un travail de qualité. Cette vision n'est pas partagée avec d'autres, mais il n'y a nulle part l'endroit où en parler. Et on pourrait tout à fait possible que cette dame, par exemple, qui vit ça très mal, hein, si elle était mise en situation d'en discuter avec sa hiérarchie, avec d'autres, etc., peut-être qu'elle comprendrait les choses différemment, peut-être aussi que la hiérarchie comprendrait les choses différemment et procéderait différemment. Mais il n'y a nulle part ça. Et c'est un des gros défauts du fonctionnement des organisations. Alors, évidemment, c'est une généralité trop grande, peut-être ce que je fais là, mais en gros, en France, quand même, la démocratie au sein de l'entreprise, c'est pas gagné. Hein, c'est pas gagné du tout. Donc, et c'est une différencie d'autres pays de ce point de vue-là, peut-être, hélas. D'où, pour conclure sur cet exemple, donc des visions différentes de la qualité, des prescriptions vécues comme des atteintes à la qualité, ce qui renforce cette idée aussi de souhait des personnes de faire un travail de qualité. Hein. Un travail qui est vécu comme perdant son sens
une difficulté à discuter des critères du travail bien fait. Voilà, alors, est-ce que j'ai le temps de faire ça? Non, pas trop. Non, donc je vais abréger. Donc je vais abréger très volontairement, parce que sinon je ne vais pas jamais tenir. Et par ailleurs, mon chauffeur de taxi ne va pas être content. Mais donc, je voulais terminer simplement sur une citation que j'aime bien, de Norbert Wiener. Alors Norbert Wiener, un certain nombre d'entre vous dans la salle ont déjà peut-être entendu le nom. Wiener, c'est l'inventeur de la cybernétique. Il était prof au MIT et il a beaucoup publié donc, dans le champ de la cybernétique, mais il a sorti aussi en 1950 ce bouquin qui s'appelle The Human Use of Human Beings, l'utilisation humaine des êtres humains. Et je voudrais citer un passage qui je vous invite à méditer, qui est celui-ci. Alors ça, c'est la version anglaise, donc je vais vous épargner ça. Donc ça, c'est la version française, dans laquelle il écrit ceci: c'est dégrader un être humain que l'enchaîner à un aviron et l'employer comme source d'énergie. Il renvoie aux galères. Hein. Mais c'est une dégradation presque égale de lui assigner des tâches purement répétitives qui exigent moins d'un millionième de son intelligence. Organiser une usine ou un bureau qui utilise les êtres humains pour une fraction insignifiante de leur valeur est plus simple que de fournir un monde dans lequel ils peuvent grandir jusqu'à leur pleine stature. Voilà, je vais terminer là-dessus en disant que cette citation, là encore, insiste sur cette question d'une part, de mobilisation des personnes. C'est important de mobiliser les personnes pour ce qu'ils peuvent donner, et d'autre part, c'est donc cette idée de développement, hein, grandir jusqu'à leur pleine stature qui est reprise dans cet extrait. Voilà, merci de votre attention. Sylvie Crenc, je représente l'Union régionale CFE-CGC. Je voulais vous poser une question sur, effectivement, vous parlez de problèmes du travail et de l'ergonomie du travail, et en fait, sur l'organisation du travail et la charge de travail. Nous, CFE-CGC, nous essayons d'alerter beaucoup sur les problèmes de charge de travail, alors qui sont dus, vous l'avez expliqué dans les exemples que vous avez donnés, à plusieurs raisons. Mais on a l'impression qu'effectivement, il y a beaucoup de communication sur le sujet, mais peu d'actes. Et qu'on n'arrive pas à faire comprendre qu'il faut vraiment mesurer la charge de travail et regarder précisément comment sont organisées les différentes fonctions dans l'entreprise. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez aussi, que vous partagez? Et quels sont un peu les conseils que vous pouvez donner, les choses que vous pouvez nous conseiller de faire sur ce point? Je réponds? Oui. Merci de votre question. Je voudrais distinguer deux grands types de situations. Il y a des dans le travail, suivant le type de tâche de contexte industriel ou pas dans lequel les gens sont, il y a la facilité à mesurer varie. Voilà. Dans du travail industriel classique, qui est en voie de régression en France, hein, en réalité, on dispose d'outils de mesure. Hein, y compris des outils de mesure avec lesquels on n'est pas forcément très d'accord, mais on peut mesurer les temps qui est mis à faire ceci, cela, regarder quels sont les espaces pour souffler, l'espace temporel pour souffler, et ainsi de suite. On peut mesurer ça et on peut montrer que qu'on est dans des situations limites, alors ou pas. Bon, il y a ça peut s'étudier. Enfin, on sait qu'à l'intérieur de ce type de tâches, en France en tout cas, le déploiement du Lean a été extrêmement nocif, de façon manifeste, hein, parce que le Lean tel qu'il est pratiqué en France, c'est une exacerbation du taylorisme, essentiellement. Donc ça pousse complètement, on va au-delà de ça. En plus, comment dire, la façon dont les choses sont développées font que les outils même de mesure du travail sont inopérants à certains moments. Alors, je voudrais expliquer simplement ce point-là très rapidement. Ces outils de mesure, généralement, ils sont pensés en termes séquentiels, c'est-à-dire on fait ça, puis ensuite on fait ça, puis bon, voilà.
Mais le problème, c'est que dans la façon dont le travail est pensé aujourd'hui, dans ces situations, on a des recouvrements de tâches. Il faut, par exemple, quand on dit pour un ouvrier à la chaîne, il doit d'une part faire ça, mais en même temps s'assurer qu'il le fait bien. Il y a une espèce de double tâche qui est là, hein, où il peut, dans un travail industriel répétitif, d'une certaine façon, la répétitivité fait qu'on automatise des choses et ça devient moins coûteux. Ça a d'autres effets négatifs par ailleurs, la répétitivité. Mais ça libère l'esprit, on fait toujours la même chose. Quand on doit faire quelque chose en vérifiant en même temps qu'on le fait bien, ça empêche cette automatisation du comportement d'une certaine façon. Donc, et ça devient plus coûteux. Alors ça, c'est pour le premier type de tâches pour lesquelles on a disons, des tâches plus répétitives, plus visuellement, avec plus de, oui, une dimension visuelle qui est plus manifeste. On voit ce que font les gens, voilà, plus ou moins. Parce que, enfin, oui, une dimension aussi motrice, quand même. Et puis, il y a un tas de tâches maintenant, très très nombreuses, qui ne sont pas de cet ordre-là, hein, et où la mesure de la charge, comme vous parlez, est beaucoup plus difficile et pour lequel on manque d'outils. Alors, ce qui existe, c'est des outils plutôt de mesure des effets que des mesures de la charge en réalité. Hein, on a des mesurer, ben oui, le sentiment. Ouais, c'est beaucoup des méthodes par questionnaire, etc., des choses comme ça avec lesquelles on n'est pas forcément. Enfin, c'est pas, je dis pas qu'il ne faut pas les faire, mais je veux dire, c'est malheureusement moins ça paraît tout de suite plus subjectif, etc. C'est plus critiquable peut-être d'un certain point de vue. Mais c'est vrai qu'on manque d'outils de ça. Si je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure, cette dame là qui vit cette contradiction entre ce qu'on lui demande de faire et ce qu'elle souhaite faire, c'est une dimension de la charge. Ça. C'est une espèce de contrainte psychique qui pèse sur elle. Comment ça peut se mesurer? C'est pas facile. Hein. Une autre. Oui, Madame Collet. Moi, je me pose la question avec tous ces débats sur un objectif qu'on fixe souvent à nos apprentis, c'est de leur dire vous avez devant vous un plan de carrière. La plupart d'entre nous, dans l'artisanat, plus de 55% sont issus de l'apprentissage. C'est en train de changer, mais c'est en tout cas encore comme ça. Mais est-ce que sur les générations X, Y, voire Z, est-ce que ça a encore un impact, à votre avis? Moi, j'ai écouté pas tout votre débat tout à l'heure, mais à la fin du débat, j'étais très d'accord avec certaines choses que j'ai entendues, et notamment le fait que, quand même, pour les jeunes, la première question qui se pose, c'est d'avoir un emploi. C'est d'avoir un emploi. Et malheureusement, alors il se peut que, comme c'est dit dans la présentation de la collègue, pour certains métiers, il y ait peut-être des situations de négociation où le demandeur d'emploi est en meilleure position, mais la plupart du temps, c'est pas le cas général. C'est très loin d'être le cas général. Donc, il est pas dans cette situation-là. Je pense qu'il y a malheureusement, de ce fait, l'impression que le travail les rejette, hein, du coup, et que il y a une espèce de cercle vicieux aussi qui s'installe là-dedans, et que donc c'est plus ou moins facile. Alors, on mène actuellement un travail dans Midi-Pyrénées sur l'apprentissage, et qu'est-ce qui cause les départs des apprentis. Voilà. Qui n'a pas jusqu'au bout. Voilà, au bout de la démarche. Qu'est-ce qui fait ça? Il y a une partie des causes qui tiennent aux maîtres de stage, hein. Bon, bien sûr, mais pas uniquement. Et la question, c'est d'essayer de voir ça comme un travail, de voir ces situations-là comme une situation de travail particulière. Bonjour, Sylvain Blondin. Première question, j'aurais deux questions. La première, suite à l'exemple que vous nous avez suggérez-nous de ne pas déclarer les impôts pour ne pas être imposable. Mais là, quand on voit les résultats actuellement, bon, c'était la petite aparté. Mais hormis cela, ne trouvez-vous pas que ce soit, je travaille dans le domaine de la santé, au niveau de l'entreprise, au niveau des hôpitaux, il y a
comment dirais-je, un clivage qui se fait entre, non pas les générations, les services et les générations, et qui aurait besoin justement d'améliorer la communication, mais aussi de faire tourner un petit peu les effectifs, comme vous montriez justement dans le premier exemple avec la chaîne, pour prendre conscience en bout de la qualité en bout de chaîne, si je peux dire, d'avoir accès à tous les postes, d'avoir une formation beaucoup plus générale, comme on peut rencontrer, par exemple, en milieu hospitalier. Je prends le milieu hospitalier que je connais bien. Exemple, le médecin qui souvent a son activité, mais ne se rend pas compte ou ne prend pas en considération tout l'ensemble de l'hôpital. Est-ce que, justement, il n'y aurait pas une nécessité, quel que soit le secteur d'activité, qu'il y ait un partage qui puisse se faire et une information pour, justement, améliorer ces relations? Alors, d'abord, enfin, bon, je pourrais parler des heures sur un sujet pareil, hein, mais il y a, très rapidement, la première chose, c'est que comment est-ce qu'on définit, nous, la coopération, hein? La coopération, c'est la présence de tous dans l'activité de chacun et la présence de chacun dans l'activité de tous. Donc, c'est très fondé sur cette idée de compréhension du travail des autres. Et donc, ensuite, du fait qu'on fasse son propre travail avec l'idée de rendre possible ou faciliter le travail d'autrui. Le constat général, alors ça varie beaucoup suivant le type d'entreprise et suivant la taille de l'entreprise, le type d'entreprise, la structure sociale des entreprises. Bon. Mais le constat, c'est qu'il y a très souvent une très grande ignorance réciproque du travail des uns et des autres. Et que les réorganisations peuvent aggraver ça, qui peuvent mettre en place, peuvent transformer, casser des collectifs, justement, du fait même des réorganisations. Je n'ai pas trop le temps de développer, mais ce que je voudrais dire simplement, c'est que on sort là, c'est un exemple que j'aurais aimé pouvoir développer aujourd'hui, mais il n'y avait vraiment pas le temps. On sort d'une très longue étude, enfin pas une étude, intervention dans un CHU, un très gros CHU de province. Et où la question qui était posée par la directrice du projet médical, c'était comment se fait-il qu'on n'arrive pas à développer l'ambulatoire, la chirurgie ambulatoire. Et donc, on fait une analyse assez longue du travail, de comment ça se passe. Et ensuite, on leur a proposé une démarche participative de reconception des services. Cette démarche, et je vais terminer, cette démarche, elle a nécessité une première phase avec les services concernés, qui était de faire en sorte de leur faire décrire eux-mêmes comment les choses se passaient aujourd'hui. Donc, on faisait ça sur 2 gros services, donc de façon séparée d'abord. Donc, chacun devait décrire, donc, avec des personnels dans la salle qui étaient les médecins, les chirurgiens, anesthésistes, les infirmières, les ambulanciers, enfin, des gens, toutes les professions impliquées. Et avec des consignes très fortes de respect des uns des autres. Parce que c'est pas évident du tout dans un contexte de ce type. Bon. Donc, la première tâche, ça consiste à faire qu'ils aboutissent à un consensus sur comment les choses marchent aujourd'hui. Et ben ça, c'est pas du tout évident, parce que d'abord, ils n'ont pas de connaissance du travail des uns et des autres, et puis surtout, ils ont une représentation erronée, alors du travail des autres, mais y compris du travail d'eux-mêmes. C'est-à-dire, des fois, ils font une description de ce qu'ils font, dont on sait qu'elle n'est pas du tout conforme à la réalité de ce qu'ils font. Parce que les gens perdent de vue la réalité. Et donc l'ergonome, il est là pour dire, attendez, là vous me dites ça, mais c'est pas vrai. Moi, c'est pas ça que j'ai vu. Voilà. Donc il y a un travail, le premier travail à faire, si on veut faire bouger les choses, c'est de faire en sorte que les gens se connaissent entre eux, se respectent et construisent une représentation globale de la situation. C'est seulement à partir de ça qu'on peut arriver à faire bouger les choses. Et la suite, dont je ne vais pas parler, ça consistait à les faire, eux, reconcevoir et dans cette démarche, si vous voulez, c'est à la fois une démarche de création du travail futur et une démarche de transformation des personnes, en réalité. Hein, on agit aussi sur eux-mêmes et les rapports entre eux. On se demandait qui c'était. Pierre Falzon, merci beaucoup. On l'applaudit. Alors, on a évidemment
le sentiment de t'avoir frustré parce que tu avais beaucoup de choses à nous dire. On va repartir quand même avec plein d'idées nouvelles. On va pouvoir récupérer un certain nombre d'informations sur Internet, sur les supports qui ont été diffusés aujourd'hui. L'aventure continue. Et vraiment, chaleureusement, merci pour avoir passé ce temps avec nous aujourd'hui. Comme je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé aux tables rondes, à l'accueil tout à l'heure, aux deux intervenants, donc Madame Secarelli, Monsieur Leroy, pour les interventions de cadrage. Merci aux équipes de l'ARACT. Elles sont un peu partout. Le patron est là. Merci Jean-Michel. Tu veux peut-être dire un mot de conclusion? Non, tu n'as plus envie, tu as faim, parce qu'il y a un cocktail. On va continuer à discuter dehors. Vous êtes toutes et tous invités à ce cocktail. Je voudrais aussi remercier mes équipes, parce que c'est grâce à elles que tout le travail qu'on peut faire se fait, je pense, dans une vraie qualité, dans une vraie convivialité. On a parlé de charge de travail, donc j'ai déjà entendu que j'exagérais parce qu'on avait déjà envisagé un rendez-vous en septembre 2015, mais je confirme qu'il y aura bien un rendez-vous en septembre 2015, le 3e numéro de ce colloque. Merci mesdames, messieurs d'avoir passé cette journée avec nous. Nous restons en lien. Vous aurez les actes de cette journée dans 4 à 5 semaines sur les supports numériques qui vont être constitués par nos équipes. Bonne soirée et rentrez chez vous avec plein de bonnes idées et mettez-les en œuvre. À bientôt.